Première conférence d'un petit cycle qu'on a imaginé pour les 50 ans de la MJC. Conférence d'Éric Favé, une vision assez large sur l'anthropologie, notre situation, un peu d'humain sur cette terre. Donc on a trouvé un titre qui était Se cultiver, mais pourquoi faire. C'est peut-être la culture, c'est quelque chose qu'on doit partager entre les humains et les extraterrestres qui habitent sur cette terre, parce qu'il paraît qu'il y a dans certains sondages 99% d'humains sur la terre et 1% d'extraterrestres. Ce chiffre de 1% est contesté parce que certains pensent que c'est 0,17%. Voilà. Éric Favé revient dans la région parce qu'il était longtemps en Bourgogne-Franche-Comté. Il a commencé à 17 ans comme volontaire dans les brigades d'alphabétisation dans le bidonville de Dijon. J'adore cette phrase de son CV, volontaire dans les brigades d'alphabétisation des bidonvilles de Dijon. Ensuite, il a passé un CAP d'instituteur. J'aime beaucoup aussi ce terme d'instituteur. Et puis après, il a fait plein d'autres choses dont je ne parle pas, mais grosso modo, pendant 40 ans, il a travaillé sur le développement culturel, à la fois dans la région et sur des postes nationaux à la Ligue de l'enseignement. Voilà, mon introduction est faite. Éric, la parole est à toi. La culture, pourquoi faire? Donc, se cultiver, pourquoi faire? Je disais merci d'avoir accepté de retenir comme titre une question qui peut sembler étrange, parce que j'imagine que ici rassemblés, nous sommes à peu près convaincus que la culture sert à quelque chose, en ne sachant pas toujours très très bien sur quoi précisément, mais parce que nous sommes les produits de ce travail de la culture. Je reviens sur ce que tu évoquais en introduction, parce que ce matin, j'ai oublié de te le dire d'ailleurs, une lycéenne du lycée Naudier où nous intervenions était étonnée d'entendre parler de bidonville à Dijon. Donc je peux vous certifier qu'en 1971, il y avait à Dijon un grand bidonville derrière l'amphithéâtre Mansart, en bas du campus. Voilà. Et qu'effectivement, dans ce bidonville, mais il y en avait d'autres dans Dijon, un certain nombre d'étudiants, d'éducateurs, d'animateurs, de militants aussi, d'où le terme de brigade, j'imagine, c'est un terme de l'époque, c'est pas un terme complètement militaire. Nous allions effectivement à la rencontre des habitants de ces bidonvilles, qui pour la plupart étaient des migrants de l'époque. Et pour ce qui est de celui au pied de l'amphithéâtre Mansart, c'était pour l'essentiel des migrants portugais. Et nous allions travailler avec eux à, je dirais, l'appropriation de la langue française, sans trop bien savoir comment nous y prendre. Vous imaginez, pour ma part, j'avais 17 ans, c'était bien hors de notre portée de faire sans doute ce travail réellement efficace, mais se jouait sans doute là d'autres choses, y compris en termes culturels d'ailleurs, pour eux comme pour nous, dans cette relation établie. Alors pourquoi, quand nous en avons parlé, je vous ai proposé ce terme, la culture, pourquoi faire, ou finalement se cultiver, pourquoi faire? Parce qu'il me semble qu'on est à un moment de l'histoire de l'humanité, si je vais être grandiloquent un petit peu, où ça mérite de sortir des évidences, où nous sommes tellement installés dans notre pays, où la culture occupe une place non pas particulière, dans beaucoup d'autres pays elle occupe la même, mais où il apparaît tellement évident qu'il doit y avoir des institutions culturelles, que nous devions parler de culture, que l'accès à la culture, comme on dit, doit être favorisé, que cet accès commence à la fois à l'école, se joue dans la famille, se joue dans les institutions, se joue à travers les grands lieux culturels, se joue aussi dans les pratiques individuelles, que finalement parfois nous ne savons plus très bien effectivement pourquoi il est important de continuer à se cultiver. Vous imaginez bien que je ne vais pas dire qu'il faut arrêter de se cultiver. Cette question ne se pose pas comme cela, mais de voir si la manière dont nous nous cultivons, ce que la culture nous permet en termes d'élévation, si je puis me permettre aussi ce terme, nous permet effectivement de nous élever au niveau requis aujourd'hui
pour trouver notre place dans le monde, et quelle place, et pour y faire quoi. Et c'est volontairement que j'utilise le terme de monde, parce qu'il me semble que ça ne sert à pas grand-chose de se poser la question de savoir s'il faut se cultiver pour trouver sa place à Dole. Non que Dole ne soit important, c'est une très belle ville, vous avez quelques souvenirs, mais trouver sa place à Dole ne suffira pas pour conduire tout simplement, à titre individuel ou collectif, nos vies et nos aventures humaines. Quelques précisions déjà ou quelques précautions. Il me semble que si on veut essayer de se poser tranquillement cette question, parce qu'elle n'a absolument rien de dramatique et de douloureux, rassurez-vous, donc on est destiné à passer plutôt un bon moment entre nous, même si de temps en temps ça peut un peu gratter, il faut accepter de considérer qu'en France notamment, ça n'est pas le cas partout, le terme de culture qu'il y a derrière se cultiver comprend 3 biais qui ne servent pas à la compréhension correcte des choses. Le premier, c'est quand on parle de culture dans notre pays, très souvent, et notamment en matière institutionnelle, en fait, on ne parle que des arts et du patrimoine. D'ailleurs, le ministère de la Culture dans notre pays ne se préoccupe quasiment que des arts et du patrimoine. Un petit peu, quand il lui reste un peu de temps, du reste, et aujourd'hui un peu de la culture numérique ou des choses comme ça, mais à la marge. Donc, il est installé assez profondément dans nos esprits que être cultivé, eh bien, c'est être capable, sans doute, d'éprouver de l'émotion devant une œuvre d'art ou de pratiquer un art, et être capable de se repérer dans le patrimoine, au sens très large, qui constitue l'environnement dans lequel nous sommes, patrimoine architectural, patrimoine symbolique, patrimoine artistique, patrimoine scientifique, peut-être aussi, même si c'est un peu le parent pauvre, par exemple, du ministère de la Culture. Donc, premier biais. Et disant cela, évidemment, je vous propose de retenir derrière le terme de culture quelque chose de plus vaste que la seule question des arts et du patrimoine, même si c'est une question importante, et j'y reviendrai peut-être dans notre échange aussi, et notamment une question importante pour essayer de saisir l'instant très particulier dans lequel l'humanité est, et surtout pour s'outiller à titre d'humain, de personne et à titre collectif, pour faire face à la situation présente. Alors, je pourrais me livrer à l'emprunt à quelques auteurs d'autres définitions de la culture. Il y en a plein. Alors, notamment en France, on a cette particularité de se bagarrer tranquillement autour de ce terme-là. Voilà. Exactement comme il nous arrive de nous bagarrer sur la question de l'école, pour savoir ce qu'on y met aussi. Il y a des grands sujets comme ça qui, dans notre pays, sont des sujets de guerre civile pacifique. On ne fait pas la guerre, heureusement, pour cela, quoique ça pourrait y arriver. Dans d'autres pays, on se fait la guerre autour de la question de la culture. Mais la vraie guerre, ce sont souvent des guerres très meurtrières. Et c'est les guerres les plus longues, d'ailleurs. Quand il y a des guerres pour des raisons économiques ou des raisons de frontières, on se met d'accord dessus. Les guerres qui trouvent leur source dans des affrontements de culture ou dans des volontés de domination sont des guerres très longues, qui parfois traversent les siècles, dont on trouve encore longtemps après les stigmates et qui parfois remontent à la surface. Alors comme je n'ai pas envie de me dérober, moi je propose de retenir pour ce soir comme, non pas définition, mais approche de ce qu'est la culture, ce qu'en disait Jean-Marie Djibaou. Jean-Marie Djibaou, leader kanak, profondément humain, donc vous savez qu'il est à l'origine avec les autres leaders caldoches et quelques hommes d'État de haut niveau et de grande envergure, des fameux accords qui ont permis, sur cette terre traversée par une guerre, enfin par un conflit meurtrier, qui ont permis d'en sortir. Et Jean-Marie Djibaou disait, finalement la culture, c'est l'ensemble des solutions qu'une communauté humaine hérite, adopte ou invente pour trouver des issues aux crises qui la traversent. Et derrière crise, il retenait évidemment la définition grecque de crise, crisis, non pas problème, difficulté, etc., mais choix. La crise, c'est le moment du choix. C'est le moment où, effectivement, il faut essayer de mobiliser, à titre personnel, quand on est devant un choix à faire, ou à titre collectif, quand une société doit chercher la bonne voie, hésitant devant, on est en plein dans ce débat par exemple, pour l'instant, dans notre pays, essayer de trouver les bonnes solutions communes pour continuer à vivre pacifiquement, à faire en sorte de mieux répartir les choses, etc.
Et je trouve que c'est une définition qui peut apparaître très très large, mais elle a un avantage, c'est qu'elle permet de mettre derrière le terme solution l'ensemble des solutions qu'une communauté hérite, adopte ou invente, eh bien tout ce qui constitue, et quand on y pense et quand on discute entre nous un peu sérieusement, on se met assez rapidement d'accord là-dessus, ce qui fait notre culture. C'est effectivement un ensemble de choses qui procèdent des savoirs, qui procèdent des sciences, qui procèdent du patrimoine, qui procèdent des croyances, qui procèdent aussi sans doute d'un certain nombre de liens symboliques que nous avons les uns avec les autres, d'une capacité aussi à penser. Bref, c'est un domaine extrêmement complexe et étendu qui fait cette culture-là. Et je dis cela sans nier, j'y reviendrai, la dimension ou les dimensions plus particulières que nous pouvons mettre derrière la culture autour notamment de la connaissance, des savoirs, des arts, des techniques, etc. Mais c'est un ensemble beaucoup plus complexe. Et nous avons dans notre pays le tort très souvent de découper cela en tranches, là où au contraire ça résonne la plupart du temps. C'est-à-dire que les différentes dimensions de la culture se mobilisent en nous-mêmes et se mobilisent au sein des sociétés, très souvent en se fécondant, parfois en se contestant les unes les autres. Vous savez qu'il y a évidemment des rapports très forts entre les traditions, par exemple, et les arts, ou entre les techniques et les arts. D'ailleurs, le terme elle-même, techné en grec, signifie aussi bien technique que art et esthétique. Et donc, nous sommes dans un découpage un peu artificiel du monde de la culture, et puis en même temps, dans un espèce de rabougrissement de sa signification en France, du fait des institutions, et pas simplement le ministère de la Culture. L'école y est un peu aussi pour quelque chose, qui a renvoyé cette seule question à la question des arts et à la question du patrimoine. Or, s'il s'agit de savoir pourquoi se cultiver, ça n'est sans doute pas uniquement, même si c'est essentiel, pour développer les capacités formidables que les arts nous permettent d'avoir et d'acquérir, ou celles que le rapport au patrimoine nous permet d'avoir aussi, notamment pour se situer à un moment dans une histoire, dans un monde, pour y avoir des repères. Deuxième biais, quand on parle de culture en France, très souvent, et l'époque n'y manque pas, puisque l'année dernière, enfin il y a quelques mois encore, la ministre de la Culture a parlé de renforcer ou d'améliorer l'offre culturelle. Mais pas simplement la ministre. J'imagine qu'à Dole, comme partout, et c'est tout à fait normal, les édiles de la ville ou les responsables culturels font souvent état d'une amélioration de l'offre culturelle, parce qu'effectivement, il faut se préoccuper de la manière dont la culture disponible est effectivement accessible à la population sans qu'il n'y ait de discrimination, ni de moyens, ni de déplacements, etc., pour pouvoir accéder notamment à ce patrimoine, en général, en termes génériques, qu'il est important de partager. On est donc là dans une définition de la culture qui n'est pas fausse, mais qui finalement ne consiste à ne reconnaître comme culture que quelque chose de déjà acquis qu'il faudrait redistribuer. Se pose donc d'ailleurs la question de qu'est-ce qu'il est légitime de redistribuer, ce qui n'est pas une mince question. On la traite, par exemple, dans l'institution scolaire, qui est une formidable institution de redistribution de la culture, puisqu'on y arrive en n'étant pas ignorant de tout, mais a priori, si on a mis en place l'école, c'est parce qu'on était décidé dans notre pays à investir considérablement dans l'accès, justement, à ce qui est en partie constitutif de la culture. Mais ce biais qui consiste à ne considérer la culture que comme une redistribution de quelque chose déjà acquis, des œuvres par exemple, une connaissance, des savoirs et des techniques, et nous le verrons, présente ou peut présenter l'inconvénient finalement de ne considérer personne comme porteur ou détenteur d'autres cultures que celle qui doit être légitimement redistribuée dessus. On est donc dans une espèce de distribution-offre qui n'est pas illégitime, mais qui, aujourd'hui, notamment à l'heure où les cultures, justement, et la culture de chacun a tendance à être ce que nous évoquons en premier pour exister, surtout quand on est en partie nié dans son existence, avec de très forts, notamment, élans identitaires fondés sur la culture, et fondés sur les cultures aussi, à la fois sur des identités qui tiennent aux traditions, qui tiennent aux ancrages, aux langues, etc., et aussi à ce que, grâce
aux formidables outils de redistribution que sont notamment les outils numériques, grâce au fait que nous avons cet accès à une offre qui ne passe plus forcément par des institutions culturelles, mais auxquelles nous avons accès directement sur les téléphones que nous avons éteints ce soir ou sur les ordinateurs. Vous savez bien, pour ceux qui sont notamment en fonction d'enseignants par exemple, mais pour les parents aussi, ou pour les éducateurs en général, que énormément d'enfants et de jeunes qui sont dans des salles de classe ou dans des lieux avec lesquels nous prétendons leur apporter un certain nombre de connaissances et leur permettre d'accéder à ces connaissances, qu'ils y ont plus rapidement accès parfois, et à peu près au même niveau en allant tout simplement sur Wikipédia. Voilà. Alors, pendant un certain temps, jusqu'à ces années dernières, on s'est d'ailleurs arrangé tranquillement de cela en disant Wikipédia, c'est une encyclopédie qui n'est pas sérieuse. Voilà. Et ce qu'on y trouve ne vaut pas le savoir vérifié, validé, qui est le savoir distribué à l'école ou distribué dans les institutions culturelles. Nous savons aujourd'hui que tout cela est faux et que notamment les scientifiques du monde entier ont vérifié et vérifient en permanence que ce qui est dans les anciennes encyclopédies, ce savoir, celui-là reconnu, et ce qui est sur Wikipédia, comme on dit pour être un peu trivial, il n'y a pas photo. Voilà. Il n'y a pas aujourd'hui, il y a autant d'approximations sur Wikipédia qu'il n'y en a dans les encyclopédies, ces vieilles encyclopédies traditionnelles, qui d'ailleurs en permanence se remettent aussi en cause, de la même façon que Wikipédia le fait également. Il y a donc dans cette fonction de distribution même quelque chose d'assez nouveau qui rompt la relation qu'il y avait avec les savoirs, qui était une relation médiée par des enseignants, par des institutions culturelles, par la famille évidemment aussi, parfois même par exemple par des scientifiques ou des artistes qui étaient eux-mêmes les passeurs de leurs œuvres. La circulation aujourd'hui à des quantités inouïes, dans une diversité jamais rencontrée, à une vitesse qui est une vitesse que nous n'avions jamais connue non plus, de tout cela pose en plus à l'activité de distribution et notamment à l'action publique d'offres par exemple culturelles, un champ complètement nouveau avec lequel il faut faire aussi, et qui présente, mais nous le verrons peut-être, quelques travers. Et puis, troisième biais, il semblerait aussi que dans notre pays, nous nous adonnions, mais autant que dans d'autres pays, à une assez forte hiérarchie dans la distribution. Et en gros, c'est un peu comme si nous postulions qu'il faut permettre effectivement d'accéder à la culture, mais que dans cet accès, certains seraient mieux servis que d'autres. Alors, et ce sera la seule allusion de la soirée, parce que j'en ai déjà fait une ce matin, donc j'en ferai pas d'autres, mais j'ai trouvé intéressant de vous lire un extrait de la préface de l'édition, la réédition des œuvres complètes de Louis Pergaud, dans une édition très très belle, les éditions Martin Sarr, à l'occasion du 50e anniversaire de sa disparition. Vous savez que Louis Pergaud, auteur franc-comtois, prix Goncourt, avec deux goupilles à Margot, est mort dans les tranchées en montant dans la pente de Voivre, en montant à l'assaut avec ses troupes. Et donc cette préface, qui est signée d'un recteur de l'époque, le recteur de Toulouse, je ne sais pas pourquoi, il était sans doute amoureux de Louis Pergaud, quoique n'étant pas franc-comtois, qui s'appelle André Loignin, écrit ceci. L'œuvre de Louis Pergaud, de Pergaud l'Enchanteur, a enfin trouvé la consécration d'une édition de luxe, illustrée par les meilleurs maîtres. Point. Le public cultivé, les universitaires en particulier, s'en réjouiront. À l'époque, quand il écrit cela, en 1965, personne ne prête attention à cela. Mais il signifie quand même, dans cette préface, que s'il y a une édition qui est une édition extraordinaire, et si vous ne la connaissez pas, je vous la conseille parce qu'elle est effectivement très belle, au-delà même de l'œuvre de Pergaud, illustrée par 5 illustrateurs de renom, dont Steinlen, par exemple, qui est un des plus grands illustrateurs. Et on dit, en gros, si on fait une belle œuvre, c'est quand même pour ceux qui apparaissent comme étant les plus cultivés, le public cultivé, notamment les universitaires, finalement, de renforcer encore ce capital dont ils sont détenteurs. Et tout cela ne posait pas forcément de problème à l'époque à personne, qu'on considère que finalement, cette espèce de haute culture constitue une manière encore de faire en sorte que ceux qui sont déjà très élevés s'élèvent encore un petit peu plus. Il y a là une interrogation qui, depuis quelques années, traverse ou travaille autrement la société française et rejoint d'ailleurs les deux autres biais. Donc je pense qu'il faut avoir ça en conscience, tout simplement, ne pas considérer que, c'est un boulet ou un poids
empêcher de progresser ou de voir les choses aujourd'hui, mais que ça marque assez profondément toute réflexion sur finalement pourquoi se cultive-t-on. Alors je ne vais pas, moi, répondre à la question pourquoi se cultive-t-on. D'abord parce qu'il s'agit d'imaginer des réponses à la fois individuelles et parfois très intimes à cela, qui ne regardent que nous-mêmes, et puis parce que s'il faut chercher une réponse à cette question, c'est une réponse collective à l'échelle de ceux qui agissent pour faire en sorte que se cultiver soit possible. Mais je vais quand même esquisser quelques scénarios et puis tout d'abord nous rassurer. Parce que c'est pas la peine de s'inquiéter pour rien. Pourquoi admettons que c'est utile de se cultiver et qu'en plus c'est plaisant, tout du moins je l'imagine. D'abord, se cultiver sous la contrainte n'existe pas, c'est comme apprendre sous la contrainte. Certains s'y risquent de temps en temps à développer quelques théories sur les apprentissages sous la contrainte, mais ça ne marche pas. Même les sociétés totalitaires n'y parviennent pas dessus. Et c'est heureux qu'on ne puisse pas apprendre sous la contrainte dessus. On peut apprendre sous l'encadrement, sous de fortes consignes, mais on ne peut obliger personne à apprendre. La culture, c'est un peu différent, parce que si on considère que ça relève aussi d'une imprégnation que l'on a dans ses modes de vie, dans ses relations aux autres, par exemple, il y a des formes de contraintes sociales, il y a des formes de contraintes morales, de contraintes culturelles aussi, qui empruntent aux codes sur lesquels les sociétés se mettent d'accord, qui constituent un cadre qui est un cadre non pas d'obligation, mais un cadre de passage hors duquel, quand on n'y est pas passé, il y a de fortes chances qu'on soit un peu marginalisé aussi. Mais le sujet n'est pas là. Le sujet que je veux évoquer, c'est cette conviction que nos prédécesseurs en humanité, et nous-mêmes avons sans doute aujourd'hui, que si se cultiver est important, c'est parce que, quand on regarde notamment, on va dire l'époque moderne, ces 3 ou 4 derniers siècles, à l'évidence, l'élévation générale du niveau de culture, qui procède de manière continue depuis toujours, mais qui s'est accélérée fortement au XXe siècle, a en gros cheminé parallèlement avec ce qu'on pourrait appeler un progrès général de la condition humaine. Incontestablement, même si certains nostalgiques pensent que ce n'est pas vrai, il faudra quand même déployer des trésors d'inventivité, d'imagination et mentir beaucoup pour nous faire croire qu'aujourd'hui, on vit moins bien qu'il y a une centaine d'années. À tout point de vue. D'un point de vue matériel, d'un point de vue relationnel sans doute aussi, mais on peut diverger sur le sujet, sur la qualité de la vie relationnelle dans les villages franc-comtois aujourd'hui par rapport aux villages franc-comtois d'il y a une centaine d'années, mais globalement, nous vivons mieux. Nous vivons mieux matériellement, nous vivons mieux du point de vue aussi, par exemple, de la durée de vie. J'évoquais ce matin avec les lycéens quelque chose qui nous est maintenant habituel. En un siècle, on a gagné quand même entre 35 et 40 années d'espérance de vie. Alors, certains pourront dire qu'ils ne tiennent pas à vivre aussi longtemps que cela. Oui, on le dit, je dirais, par boutade ou par fanfaronnade, mais on est bien content quand même de vivre un peu plus longtemps, ne serait-ce que pour le plaisir d'avoir des arrière-petits-enfants, par exemple. Voilà, donc il y a cette espèce de dynamique entre se cultiver, et notamment se cultiver en sachant des choses que l'on ne savait pas avant, en ouvrant son esprit à d'autres choses, en découvrant des choses que l'on ignorait, et qui va de pair avec un progrès général de la condition humaine. Alors il y a bien eu quelques à-coups dans ce progrès général que nous connaissons tous, qui sont des à-coups terribles, notamment les guerres. Nous sortons de l'année 2018 de commémoration, de la fin quasiment de la commémoration du premier grand conflit mondial. Les 2 pays qui se sont affrontés étaient des pays dits déjà de haute culture, la France et l'Allemagne, et leurs alliés. Voilà. Il est fort probable que les officiers qui faisaient monter, les officiers supérieurs qui commandaient tout cela, et les officiers de plus bas rang qui montaient au front étaient d'un côté comme de l'autre des amoureux de la littérature, de la musique, qui étaient d'un point de vue scientifique déjà assez cultivés aussi. Ça ne les a pas empêchés de partir à la boucherie non plus. Et ça n'a pas manqué d'ailleurs à l'armistice d'interroger beaucoup les 2 pays que sont la France et l'Allemagne sur la manière justement d'aborder la question de la culture, que ce soit à travers sa forme scolaire ou d'autres formes.
Si l'on évoque la Seconde Guerre mondiale, c'est encore plus terrible, à la fois par le nombre de victimes qu'elle a laissées sur les champs de bataille parmi les civils et dans les camps de la mort, par les conséquences aussi, c'est par dizaines de millions de morts. Et vous savez là-dessus, parce qu'il y a quelques passages et littéraires et de recherche, qu'on ne manque pas de continuer à s'interroger sur cela. Comment des pays de haute culture, des pays entre guillemets dits civilisés, c'est-à-dire ayant acquis des modes d'organisation qui étaient des modes d'organisation a priori qui les amenaient à régler leurs relations internes et externes par autre chose que par les armes, se sont laissés aller au pire et par exemple, pour ce qui est du nazisme, à considérer qu'un humain n'était plus un humain simplement parce qu'il était né quelque part ou parce qu'il était de telle ou telle croyance, conviction, et notamment juif, ou de telle orientation sexuelle, ou parce qu'il était tzigane. Comment se fait-il qu'en 1942, les 17 participants de la conférence de Wannsee, en disant ça, je ne sais plus, ils étaient 17 ou 19, je crois qu'ils étaient 17, mais étaient majoritairement des docteurs de l'université, et que beaucoup d'entre eux adoraient Mozart, et les plus grands écrivains, et pas simplement allemands évidemment, étaient ouverts à d'autres formes littéraires que les seules formes littéraires nationales de l'Allemagne. Voilà des interrogations qui viennent un peu en rupture avec ce que j'évoquais précédemment sur l'élévation générale du niveau de culture sur plusieurs siècles et de temps en temps ces à-coups terribles de l'histoire. Ce qu'on peut simplement noter, c'est qu'après ces phases terribles pour l'humanité, eh bien, ça repart. C'est-à-dire par une mobilisation notamment à nouveau de la question de la culture, par des efforts faits par les sociétés qui se sont fracassées les unes aux autres, et notamment des efforts en matière culturelle en général, scolaire, scientifique, artistique, etc. Eh bien les pays repartent, et repartent plutôt sur la voie à nouveau du progrès de la condition humaine, tant du point de vue des pratiques politiques et démocratiques que du point de vue de la condition sociale en général, ou du point de vue des relations entre les peuples aussi. Nous évoquons ce matin avec les lycéens la question européenne, parce que le sujet était comment faire société et où faire société, etc. Les lycéens, évidemment, ont encore une conscience assez fragile de ce qu'est l'ensemble européen, mais peut-on leur en faire grief alors que nous-mêmes ne sommes pas toujours convaincus de tout cela et n'assurons pas beaucoup la promotion, finalement, de ce que l'Europe a représenté et qui, justement, grâce à partir de 1945, à la reprise de relations qui n'étaient pas qu'économiques entre les deux pays que sont l'Allemagne et la France, et à l'élargissement après entre des pays européens, nous avons conclu une forme de contrat politique entre nous qui nous a mis, depuis 1945, à l'abri des guerres au sein de cet univers. Ce qui ne nous a pas dispensé parfois d'aller conduire des guerres à l'extérieur. Mais de la même manière que durant tout le XIXe siècle, le début du XXe siècle, l'élévation culturelle s'est traduite par une amélioration de la condition humaine en France, sans doute, mais que ça n'a pas dispensé la France d'aller conduire quelques opérations extérieures qui ne sont pas vraiment dignes d'une élévation de la condition humaine. Je veux parler notamment du colonialisme et de quelques guerres conduites à l'extérieur de notre continent. Il y a donc cette forme, malgré tout, je dirais, qui nous amène aujourd'hui à vivre le temps présent, d'ingrédients qui permettent de dire que se cultiver permet de vivre mieux. Voilà. Et je vais très vite disant cela parce qu'on trouvera quelques contre-exemples marginaux et parfois suffisamment marginaux pour nous interpeller au-delà des deux que j'ai évoqués par rapport à ces deux conflits mondiaux. Cette espèce de constat pourrait nous amener à dire mais pourquoi à ce moment-là s'interroger sur se cultiver, mais pourquoi faire? Puisqu'à l'évidence, si nous continuons à assurer l'élévation générale de notre niveau de culture, notre curiosité, nos capacités à raisonner, un meilleur accès aux savoirs qui sont en extension continue, eh bien, nous allons pouvoir continuer ce chemin de l'humanité en route vers plus d'humanité. On a encore quelques progrès à faire. Il y a des marges de progrès, comme on dit, quand on regarde la sauvagerie qui parfois nous entoure et dont nous sommes nous-mêmes les auteurs.
Je crois que c'est là qu'il faut commencer, effectivement, à s'interroger, non pas d'une manière dramatique, mais sur ce qu'on pourrait appeler finalement une forme de... Alors je n'ai pas d'autre terme, mais vous allez me le reprocher, vous aurez raison, de productivité de la culture. Voilà. Finalement, s'il s'agit de voir si se cultiver constitue une possibilité de continuer à améliorer la condition humaine, sur quoi faut-il travailler pour continuer à améliorer cette condition humaine? Je crois que la première chose qu'il faut faire, de la même manière que j'évoquais en introduction les biais dont il faut essayer d'avoir conscience collective pour ne pas se tromper de débat, il faut considérer que nous sommes en train, et nous sommes en plein dedans, de changer tellement radicalement et d'une manière tellement rapide d'époque qu'il n'y a sans doute pas d'autre hypothèse que de continuer à mobiliser la culture pour faire face à ce qui nous arrive et dont nous sommes responsables. Parce qu'on ne peut accuser nulle puissance extérieure ou nul esprit malin de nous mettre devant la situation dans laquelle nous sommes, que ce soit pour le meilleur, puisque nous vivons mieux qu'avant, ou que ce soit par ailleurs, non pas pour le pire forcément, quoique, sur certains aspects, mais devant de telles transformations qu'elles semblent aller tellement vite que même la mobilisation de la culture ne permet pas toujours de les comprendre, tellement chaque matin, on apprend des choses nouvelles qui nous font dire que l'humanité, décidément, est riche de pouvoir inventer des choses, mais que nous n'avons plus la capacité de les digérer pour en faire quelque chose d'utile. Voilà. Bon, je vais prendre un exemple, et puis ensuite j'évoquerai ce qui pourrait caractériser cette espèce d'emballement qui nous met dans une situation d'être à la fois, c'est mon cas, le matin étonné et émerveillé de ce qui arrive, et puis quelques instants après, assez profondément déboussolé, voire parfois extrêmement inquiet, voire plus que cela même, sur les conséquences d'un certain nombre d'autres choses. Il se trouve que, après avoir été en Franche-Comté de longues années, je suis maintenant migrant fort bien accueilli dans le département de l'Isère, et que Grenoble est une espèce de concentré de recherche scientifique et d'innovation technologique absolument prodigieux, et qu'il m'a été donné de suivre comme spectateur le travail qu'a fait un laboratoire grenoblois avec d'autres laboratoires dans le monde sur finalement la mise à disposition des savoirs humains dans le domaine de l'informatique, conjuguée à la connaissance aujourd'hui extrêmement fine que nous avons du cerveau, pour inventer ce qui va sans doute permettre aux paraplégiques de remarcher. Peut-être avez-vous vu cela dans les journaux, dans des émissions. C'est une espèce de gang, hein, quelque chose qui vient se situer sur le corps, qui double la peau et qui est effectivement animé à distance par un ordinateur qui commande ce qui, chez les paraplégiques, fait défaut puisqu'il n'y a plus de commande du cerveau jusqu'aux muscles. Ça n'est plus au stade, je dirais, de l'expérience sur des animaux, c'est au stade aujourd'hui de l'expérience sur des humains et, entre parenthèses et sans mauvais jeu de mots, ça marche. Voilà. Et donc, on peut faire confiance à notre capacité à démultiplier cela pour que ce qui est quand même encore aujourd'hui limité, je dirais, à un environnement qui nécessite des moyens technologiques colossaux, comme toutes les inventions précédentes, se traduise bientôt par la possibilité, grâce à la minutarisation, grâce à la duplication, etc., d'en permettre l'accès éventuel à un plus grand nombre. Pour ma part, je trouve ça absolument prodigieux. Ça veut dire que la prophétie de Lazare, et c'est la même chose pour les aveugles d'ailleurs, puisque des aveugles sont en train de revoir, grâce aussi à des formes techniques nouvelles, est en train de se réaliser. Voilà. Les paraplégiques vont remarcher, les aveugles vont revoir, et bien d'autres corps abîmés vont être réparés comme jamais ils n'ont pu l'être avant. Quelle question nouvelle ça pose à l'humanité aujourd'hui? On pourrait dire tout cela va bien, mais qui va pouvoir le faire? Qui va pouvoir se payer cela? Est-ce qu'on va laisser l'accès de cela à ceux qui peuvent se le payer? Ou est-ce que, comme dans notre pays encore aujourd'hui, nous allons faire évoluer nos systèmes de solidarité collective pour que n'importe qui, quelle que soit sa condition, son origine et ses moyens, ait la possibilité de remarcher et de revoir? Vaste défi. Alors que nous nous posons aujourd'hui
la question de la solidarité entre nous, 4 générations simultanées, pour continuer à assurer l'accès gratuit aux soins, une retraite à peu près décente, ce qui n'est pas le cas, et de moins en moins le cas aujourd'hui. Voilà un défi à venir pour l'humanité à venir, qui nécessite pour le coup de mobiliser des éléments de la culture qui sont ni des éléments esthétiques, quoique, ou artistiques, ni des éléments scientifiques, quelques éléments politiques pour se souvenir de pourquoi nous sommes dans un pays qui dispose d'un système de solidarité conséquent, et notamment, par exemple, de mobiliser des éléments de la culture historique pour se souvenir que ce sont quelques hommes, il n'y avait pas de femmes, dans le Conseil national de la résistance, sous l'oppression, qui ont inventé des possibilités nouvelles de vivre ensemble, et que la sécurité sociale était dans le programme du Conseil national de la résistance. Tout ça, ce sont des éléments de culture qui permettent de ne pas perdre espoir. Si quelques hommes ont pu, sous l'oppression, sous la menace, inventer ce qui nous permet encore aujourd'hui de vivre bien, il n'y a aucune raison que face à une telle inventivité du génie humain qui nous permet qui permet aux paraplégiques de remarcher, nous nous donnions les moyens de mobiliser tout ce qu'il est disponible en termes de culture sociale, politique, scientifique, afin que chacun y ait accès. Voilà le genre de défi devant lequel nous sommes. Mais il y en a bien d'autres. Il y en a bien d'autres. Pourquoi ? Parce que ce que j'évoquais et que certains appellent l'époque de transition dans laquelle nous sommes. Edgar Morin parle d'époque de métamorphose. Il dit il n'est pas anormal que dans le cadre d'une métamorphose, j'imagine qu'il a observé, comme moi enfant, longuement ce qu'était la métamorphose chez les insectes. La métamorphose, c'est prodigieux quand on voit arriver ce qu'il en sort, mais on se dit que ça doit faire bien mal aussi. C'est ça la métamorphose. Et cette métamorphose, elle est en train de se produire sous nos yeux dans plein de domaines, simultanément, qui, encore une fois, nous émerveillent, nous sidèrent et parfois nous angoissent beaucoup. J'en évoquais quelques-unes ce matin aussi avec les jeunes, dont je voyais par leur manière d'opiner du chef qu'ils les vivaient et qu'ils les comprenaient évidemment. Donc je trouve ça très rassurant que nous partagions cela. Mais quelques exemples qui montrent et qui m'amèneront à non pas ma conclusion, mais ce que j'en tire aujourd'hui comme conséquence pour la nécessité de se cultiver. J'en prends quelques-unes. Moi, j'appelle ça les extensions successives ou les extensions simultanées qui constituent aujourd'hui le monde dans lequel nous sommes et qui sont des extensions, encore une fois, qui interviennent dans des domaines qui nous sont habituels, dans des domaines nouveaux, mais à des quantités et à une vitesse tellement prodigieuse qu'une fois qu'on pense les avoir saisis, il y en a une autre qui arrive et qui chasse la première. Si bien qu'on n'a pas le temps de s'occuper des conséquences de cette extension-là, qui nous met dans un monde complètement nouveau. Il y a effectivement, par exemple, l'extension, nous l'évoquions aussi ce matin, de ce qu'on pourrait appeler le domaine des individus. Nous sommes devenus des individus, capables de mieux penser par eux-mêmes qu'avant, capables d'être plus autonomes, à qui il n'est pas très facile de raconter des cracks, comme dit le président de la République, parce que les retours de bâton sont souvent très violents quand on nous raconte des cracks. Voilà. Pourquoi ? Eh bien parce qu'on s'informe d'une manière sans doute plus, plus assurée qu'on ne s'informait à d'autres époques, même si on veut aussi nous raconter des histoires, mais on est capable de s'informer tout seul, et plutôt bien en général, et parce que surtout, on est capable de comprendre la situation d'une manière plus rapide qu'on ne l'était il y a une cinquantaine d'années, je parle pour moi, et donc nous avons conscience de ce qu'on nous dit. Et ayant conscience de ce qu'on nous dit, eh bien, on a aussi conscience des écarts qu'il y a entre ce qu'on nous dit et la réalité qu'on vit dessus. C'est la conséquence de l'élévation générale du niveau de culture. Finalement, un peuple cultivé est plus difficile à gouverner qu'un peuple ignorant. Ah oui, certains pensent même que c'est impossible de le gouverner et qu'il vaut mieux le laisser gouverner tout seul dessus. Ben, c'est une réalité. C'est effectivement plus difficile de gouverner un peuple, notamment avec les anciens outils de la gouvernance humaine, et il faut en inventer d'autres. On est, vous voyez, un peu dans l'actualité, là, pour le moment. Et cette montée des valeurs de l'individu, qui est finalement la production de l'alliance entre la culture et la démocratie. Plus cultivée, eh bien, nous nous adonnons à la démocratie d'une manière souvent, sans doute, plus passionnelle, mais c'est un système qui nous convient, pas toujours complètement.
Mais je ne sais pas s'il y a dans la salle, parmi nous, certaines ou certains qui voudraient quitter le régime de la démocratie pour revenir à un régime autoritaire. Peut-être y en a-t-il, puisque 2 enquêtes d'opinion en 6 mois ont montré que 60% de nos concitoyens appelaient de leur vœu un régime autoritaire avec un homme fort, il ne parle pas d'une femme forte, un homme fort, capable de s'affranchir du Parlement pour prendre des décisions rapides. Voilà. Il y a donc un courant autoritaire qui existe manifestement. Donc, s'il y en a parmi vous, discutons-en, parce que ça peut être une hypothèse dessus. Mais quand on en discute sérieusement, on ne trouve quand même pas beaucoup de nos concitoyens pour appeler de leur vœu véritablement un régime autoritaire, surtout quand il s'agit de toucher à leur liberté. Pour toucher à la liberté des autres, peut-être. Mais à leur liberté, il n'y a plus beaucoup de candidats ou de candidates pour cela. Et donc cette montée des valeurs de l'individu est plutôt une bonne nouvelle. Il y a là par contre un corollaire ou une conséquence quand, simultanément à la montée des valeurs de l'individu, il y a aussi un affaiblissement des anciens grands systèmes de référence et de protection collective. C'est qu'étant en danger, parce qu'on se sent moins protégé, c'est pas toujours la réalité, mais on se replie sur soi pour ne trouver de la satisfaction à son activité que dans son bonheur personnel, ou son avenir personnel, ou tout simplement la préservation de sa vie aussi. Il y a donc une forme d'individualisme social qui s'ajoute à l'individualisme démocratique auquel nous avons sans doute tous cru, et qui rend un peu la mayonnaise plus difficile à prendre. Voilà. Quand on ne voit l'avenir collectif que dans son avenir personnel, eh bien, manifestement, il y a quelque chose qui se désagrège un peu. Quand en plus cet individualisme-là nourrit pour un certain nombre de nos concitoyens très cultivés, au sens où ils ont énormément de savoir, de connaissances et de compétences, amène un certain nombre de nos concitoyens à s'affranchir de leurs obligations collectives, ça pose aussi un vrai problème. À ma connaissance, ceux qui utilisent avec le plus d'efficacité l'optimisation fiscale ne sont pas les moins instruits, les moins cultivés et les moins informés. Parce que pour faire cela, il faut effectivement disposer d'une capacité à mobiliser des savoirs pour payer le moins d'impôts possible et éventuellement ne pas en payer du tout, qui montre qu'il n'y a pas forcément de corollaire entre un haut niveau de formation, d'éducation et de culture et le sentiment d'appartenance à une collectivité à laquelle nous devons, par l'impôt notamment, essayer de traduire notre attachement et notre appartenance. Deuxième exemple d'extension, l'extension de ce qu'on pourrait appeler les représentations humaines, ou si vous voulez, le registre de valeurs. Voilà. Alors je prenais, donc je ne vais pas le refaire, l'exemple de Louis Pergaud et du village de Landresse, ou tout du moins de Longeverne et des Vellerans de la guerre des boutons, et de la manière dont les représentations des enfants et des jeunes et de la population fonctionnaient à l'époque, donc je vais en prendre d'autres, ou même pas du tout. On voit bien comment aujourd'hui, dans un pays où nous tous avons à la fois des vies sociales plus denses, au sens où nous voyons beaucoup plus de monde qu'ici à Dole. Les Dolois n'en voyaient il y a ne serait-ce qu'une 50aine d'années, parce qu'ils circulaient beaucoup moins, ils voyageaient beaucoup moins, ils travaillaient à Dole et pas à 20 km. C'est une contrainte de travailler à 20-30 km, mais quand on prend le train, ou quand on prend sa voiture, et même quand c'est pas plaisant de prendre sans voiture, ça élargit les horizons. Voilà. Donc on multiplie à travers cet élargissement-là l'occasion finalement de trouver des références ou des raisons de se comporter qui ne sont pas uniquement les mêmes que quand elles étaient formées par quoi ? En gros, par l'univers, ce que je vais dire est un peu caricatural, mais de l'instituteur, du curé, du maire et de la famille. Voilà, c'est ça qui bordait en gros le domaine des valeurs, avec de temps en temps un peu de tension entre l'ensemble, mais globalement, il y avait aussi un certain nombre de lignes communes, notamment en termes de ce qu'on appelait la morale commune dessus. Bon. Aujourd'hui, à l'heure où nous allons tous les jours sur nos téléphones et autres instruments, et où, quand on en a la possibilité, certains l'ont beaucoup, de voyager, de circuler, c'est-à-dire entre la capacité de circuler réellement, d'aller voir ailleurs réellement, et la capacité virtuelle que tout le monde a aujourd'hui de voir des représentations du monde, et souvent des représentations assez caricaturales, c'est comme s'il n'y avait que des pays en guerre ou des pays touristiques, ce qu'on nous montre dessus. Or, la majorité des pays du monde ne sont ni en guerre, ni malheureusement des pays qui accueillent beaucoup de touristes dessus. Il n'empêche que c'est cela, les représentations, et l'extension du domaine des valeurs, qui fait que cette dimension de la culture, constituée par les valeurs et les références, est une dimension qui s'élargit énormément. Et elle s'élargit même dans le cadre familial. C'est un exemple qui est un exemple que nous connaissons sans doute bien, parce que
nous-mêmes y avons été confrontés, ou parfois nos enfants ou nos petits-enfants, ce qu'on appelle les situations multiparentales aujourd'hui. Vous savez, une semaine, les enfants sont avec des parents, puis l'autre semaine, ils sont avec la famille dite recomposée, comme si elle s'était décomposée avant. Non, elle a simplement changé. D'accord ? Sauf qu'une semaine, les enfants ont tel repère, mais l'autre semaine, ce ne sont pas forcément les mêmes. La première semaine, ils regardent la télé jusqu'à 21h, la deuxième, ils ne la regardent pas du tout. Voilà. Tout simplement ça constitue un élargissement à la fois du registre des valeurs et des références, puis dans la tête des enfants, parfois, un peu de choses difficiles à combiner. Voilà. Finalement, qu'est-ce qu'on me demande ? J'ai l'autorisation d'eux ou j'ai pas l'autorisation d'eux. Il y a des choses que je vois quelque part et j'ai pas le droit de voir ailleurs dessus. Là, je le formule en termes, je dirais, de contraintes et d'interdits, mais c'est aussi tout simplement dans le domaine de l'élargissement des pratiques. C'est-à-dire que le domaine familial lui-même s'est élargi et moins limité, finalement, à ce qui constituait un univers facile à circonscrire, où passer des consignes, passer des codes, passer des cultures, était, je dirais, relativement le même partout. Aujourd'hui, on est dans une grande variété de situations, et surtout dans une, je dirais, dans une espèce d'infinité de repères, qui rend, encore une fois, cette époque, par cet élargissement, non pas plus dangereuse qu'avant, mais assez radicalement différente. Troisième exemple, l'extension du domaine de l'isolement. Alors, je suis dans l'actualité, parce que vous avez vu les chiffres aussi, il y a aujourd'hui à peu près 6 millions de nos concitoyens qui vivent seuls. Situation nouvelle, radicalement nouvelle. Il y a une cinquantaine d'années, c'était une infime minorité de la population qui vivait seule. Que ce soit des personnes âgées, parce qu'elles vivaient encore dans l'univers familial, elles étaient parfois tranquillement au coin du feu, attendre de partir, et souvent avec des relations qui étaient des relations intrafamiliales. Aujourd'hui, certaines ou certains le sont, mais la plupart sont en train de basculer dans l'autre univers, qui n'est pas toujours un univers très plaisant et très humain, des EHPAD dessus. Et certains sont aussi tout seuls, là où ils habitent, sans voir jamais grand monde de la journée. C'est une extension de cette question de la solitude qui rend, je dirais, à la fois aussi les représentations et la manière dont nous avons d'avoir des relations, et pas simplement des relations sociales ou des relations économiques, mais aussi des relations culturelles avec des gens devenus seuls, qui peuvent avoir aussi, et c'est le cas quand nous les côtoyons, une tendance à un isolement qui est aussi un isolement culturel. Voilà. Et la culture, c'est déjà la capacité de se lier les uns aux autres. Et ce lien, ces personnes ne l'ont plus finalement qu'avec leur imagination, avec leurs souvenirs aussi, et de temps en temps avec les quelques personnes qui les visitent. Autre exemple d'extension, et qui nous met devant quelque chose de formidablement intéressant d'un point de vue philosophique, mais devant manifestement quelques difficultés à transformer en actes pratiques. Je veux parler de l'extension des responsabilités humaines. Pour la première fois, nous allons être bientôt 8 milliards d'humains qui avons la capacité de mesurer les effets de notre vie à 8 milliards d'humains sur une planète dont nous connaissons tout. C'est la première fois que ça nous arrive. Si vous voulez en savoir plus, je vous invite à lire cet excellent livre de Bruno Latour qui s'appelle « Où atterrir ?» Où atterrir ? Et il se pose tout simplement la question de savoir ce que nous allons faire de cette connaissance. Nous connaissons la Terre, à peu près. Il y avait encore quelques années, il y avait des endroits où on ne connaissait pas trop. Mais surtout, on ne connaissait pas l'état de la richesse que nous avions entre les mains et l'état des risques inouïs que nous prenions, non pas à gaspiller de ces richesses, mais à les faire disparaître et à amputer notre capacité même de vivre. C'est ça l'extension des responsabilités humaines. Là aussi, de la même manière que les prophéties de Lazare se révèlent être devenues des réalités scientifiques, Prométhée est devenu une vraie réalité. Nous avons acquis, les humains ont acquis, la possibilité de fabriquer la vie, mais aussi de faire disparaître toute trace de vie. Nous en avons maintenant la certitude. On pouvait encore en douter. Il y a encore quelques farfelus qui se permettent de temps en temps, dont le président des États-Unis, de ne pas croire à cela. À l'évidence, il faut l'inviter à se cultiver. Et à arrêter de mentir aussi, parce que manifestement, il ment beaucoup. Voilà. Donc nous avons, grâce à la culture, cette possibilité de mesurer les effets de nos vies sur Terre, mais aussi grâce à la culture, cette possibilité de faire disparaître toute vie sur Terre, parce que ce qui arrive à notre Terre commune est le fait de la mobilisation de nos connaissances à des fins qui ne sont pas des fins de vie, mais des fins de mort. Voilà une question qui pose
très différemment celle de l'articulation entre culture et progrès de la condition humaine. Parce que manifestement là, nous sommes dans une autre hypothèse radicalement inverse. Et pire que cela, quand nous connaissons, quand nous savons ce qu'il faut faire, manifestement nous n'en faisons pas usage. Ça n'est pas très nouveau dans l'histoire de l'humanité, mais dans l'histoire proche quand même assez. On pouvait reprocher à un certain nombre de responsables politiques, par exemple, ou à titre individuel à nos voisins, ou à nous-mêmes quand on fait nos examens de conscience, de ne pas prendre les bonnes décisions par ignorance, ou par calcul, ou par cynisme. Mais quand ce sont des responsables publics, au vu et au su de tout le monde qui le font, il y a là de quoi perturber profondément le contrat de confiance dans une société. Et je vais prendre un exemple qui va vous sembler très facile parce qu'il est dans l'actualité, mais qu'il y a quelques semaines, les députés aient pris la responsabilité, même si on connaît les conséquences et la difficulté du sujet, de continuer à ne pas interdire le glyphosate, alors qu'on sait qu'il est responsable de la mort sans doute de plusieurs centaines de paysans dans ce pays et de ceux qui les accompagnent dans le traitement de leurs champs, et ce n'est pas eux qui sont responsables puisqu'on ne les a pas aidés à trouver d'autres solutions. Que cette décision ait été prise en toute conscience par la représentation parlementaire ne peut pas manquer d'inquiéter, notamment les éducateurs qui essaient de convaincre les jeunes de la nécessité d'avoir des systèmes démocratiques avec des parlementaires pour prendre les bonnes décisions, pour continuer à vivre bien et si possible de vivre mieux. Voilà quelque chose qui est proche de disqualifier et la culture et la démocratie. Nous savons, nous sommes donc en possession d'un des éléments de culture, notamment à travers la science et ses conséquences, et nous pouvons, puisque nous pouvons interdire le glyphosate. Sans doute y a-t-il des conséquences à cela. J'ai bien entendu, comme vous, le président de la République dire qu'il faudrait 1 ou 2 ans de plus parce qu'on n'a pas d'alternative. Ça n'est pas tout à fait juste, puisque d'autres pays européens procèdent aux interdictions intégrales et qu'à ma connaissance, ils y ont aussi des agricultures. Il doit donc y avoir autre chose. Quoi ? Mystère, des intérêts économiques, on ne sait rien, des équilibres à tenir. Sauf que tenir des équilibres sur un droit de vie ou de mort, sur nos concitoyens, n'est pas très sérieux quand on veut parler de la dynamique que la culture et la connaissance apportent pour faire des choix qui soient des choix dignes de l'amélioration de la condition humaine. Et on pourrait prendre quelques exemples comme cela sur cette difficulté que nous avons, alors que nous en savons toujours plus sur le monde et sur nous-mêmes, à prendre des bonnes décisions, un peu comme si nous avions du mal à passer à l'acte. Disant cela par rapport aux parlementaires, moi ce n'est pas les parlementaires que j'incrimine particulièrement là-dessus, c'est l'état général dans lequel nous sommes, qui fait que finalement nous sommes en train de nous habituer à ce qui pourrait apparaître comme une difficulté à mobiliser la culture pour finalement vivre mieux. C'est comme si collectivement nous n'arrivions plus à créer par exemple les rapports de force nécessaires ou l'état de l'opinion nécessaire pour que ces parlementaires ne se laissent pas aller à ce qui leur semblait peut-être bon de faire. Voilà. Et donc ça ne manque pas d'être, je dirais pour moi, une forme d'interrogation sur la manière de se cultiver sans doute, de mobiliser la culture et de faire en sorte qu'elle serve à autre chose qu'à finalement repousser l'usage de nos responsabilités. Puis je prendrai un dernier exemple, il y en a d'autres, de ces extensions infinies qui nous plongent dans des perplexités inouïes parfois. C'est ce qu'on pourrait appeler l'extension du domaine de la citoyenneté. Un terme que ce matin, d'ailleurs, nous n'avons pas utilisé avec les élèves, le reproche m'en sera fait, parce que c'est un terme très présent dans l'enceinte scolaire et un peu partout, puisqu'il faut être citoyen partout, tout le monde est citoyen, les entreprises le sont, les animaux sans doute aussi. Ça n'enlève rien au débat nécessaire qui est en train de s'installer sur le droit des animaux, sur le droit de la vie. Qu'est-ce que j'appelle extension du domaine de la citoyenneté ? Finalement, c'est assez en relation avec ce que j'évoquais précédemment. On ne peut pas dire que nos pays ne soient pas des pays bien dotés en termes de possibilités d'exercer sa citoyenneté. Je ne parle pas simplement du droit de vote, mais le droit de vote en l'occurrence. On vote au niveau local, ici à Dole, on vote, alors pas directement, mais il y a des niveaux intercommunaux maintenant, il y a les départements, il y a les régions, il y a la nation et le pays, il y a l'Europe bientôt, dans quelques semaines. Il n'y a plus finalement que le niveau planétaire et mondial où on ne vote pas directement. On transmet notre pouvoir de voter
à nos représentants dans quelques institutions internationales qui tentent d'essayer d'imaginer des manières de gouverner le monde, le Conseil de sécurité, l'ONU, etc., quelques trucs comme ça, qui ne sont pas complètement inutiles, mais qui semblent très très loin, comme les jeunes le disaient ce matin, très conscients d'ailleurs de la nécessité de trouver des solutions, mais très lucides aussi sur le fait que pour le moment ça ne marche pas terriblement quand même. Voilà. Et donc il y a une multiplication des rendez-vous, je dirais, pour exercer par exemple son droit de suffrage, et puis une multiplication des injonctions à être citoyen, partout aujourd'hui. Il faut être encore une fois citoyen partout et simultanément. Alors ça correspond sans doute à une vraie réalité, mais on s'y perd un petit peu. On ne sait plus très très bien finalement où est-ce qu'il faut être citoyen, c'est-à-dire comprendre la situation pour prendre les bonnes décisions ou les déléguer à ceux qui vont les prendre dessus. Si on prend un exemple qui nous est commun à tous, parce qu'on est tous passés par l'école et on a tous soit des enfants, des petits-enfants, des neveux, des nièces qui sont à l'école, faisons simplement cet exercice-là d'un habitant, Adol, un couple Adol, qui veut, à l'occasion d'élections, se poser la question de savoir pour qui voter, ou pourquoi voter, ou pour quel programme, pour que finalement l'école dont il rêve, dont il pense que c'est le meilleur système pour cela, soit finalement bien gérée, bien organisée, etc. Les enfants vont à l'école primaire, donc ça relève de l'État et de la commune, de l'intercommunalité. Ils vont au collège, ça relève en partie de l'État et du département. Ils vont au lycée, ça relève de l'État et du conseil régional. Ils vont à l'université, ça relève de l'État, un peu des collectivités maintenant aussi, puis sans doute aussi du cadre européen, parce qu'il y a des politiques d'enseignement supérieur européen importants. Ils sont en alternance, un peu le conseil régional, un petit peu les chambres, etc. dessus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en gros, on demande aux citoyens aujourd'hui d'essayer de comprendre comment le système scolaire auquel tous les enfants, c'est important, 12,5 millions de jeunes sont en permanence à l'école, vont, et il faudra bientôt être tous passés par un haut niveau d'études supérieures pour tenter de comprendre comment tout ça marche. Voilà. Même ceux qui sont dans le système, d'ailleurs, ne comprennent pas très bien toujours comment ça marche. Ou tout du moins, ceux qui sont dans un bout du système ne comprennent pas comment le reste marche non plus. Alors, je ne dis pas qu'on ne fait pas des efforts pour ça, qu'on n'essaie pas de se cultiver pour ça. Mais vous voyez les efforts colossaux qu'il faut faire. Voilà. Sauf que dans une autre vie, j'ai été un des acteurs dans la haute fonction publique du système scolaire. Je n'ose pas ici, c'est pas enregistré. Vous avouez que il y a des choses que j'ai toujours pas compris, comment ça marchait, comment ça s'articulait, s'emboîtait, s'il y avait des cohérences, parce qu'il y a des incohérences aussi. Mais quand on commence à comprendre les incohérences, on commence à en sortir un petit peu, ce qui n'est pas toujours le cas. Et il y a d'autres extensions qui sont des extensions importantes, qui, je dirais, nous confrontent tous les jours à des situations nouvelles. J'aurais pu évoquer l'extension du domaine des inégalités qui renvoient à la question de la culture. En gros, nous savons chaque jour, et personne n'ignore, j'en ai fait l'expérience il y a 3 jours dans un café dans mon village, qu'effectivement le monde continue à s'enrichir, et que les 26 plus grosses fortunes du monde correspondent à la richesse des 4 milliards d'individus les plus pauvres. En gros, 26 personnes, et la moitié de la population du monde, de l'autre côté. Vous vous rendez compte, on apprend ça en buvant son café le matin au bistrot, et dans le même journal, on lit que, je sais pas quoi, le RSA va être augmenté de 3,50 €, que la prime pour activité va être de 87 €. Enfin bon, il y a de quoi rendre fou, les gens. Moi, d'ailleurs, je ne comprends pas comment... Enfin si, je trouve que nous sommes admirables à rester une société relativement paisible, même si quelques-uns de nos concitoyens, avec des gilets jaunes, occupent les ronds-points et de temps en temps les rues de Dole, peut-être demain après-midi, dessus. Voilà. Mais c'est une situation explosive, celle-là. Il y a peut-être eu, à un moment dans l'histoire de l'humanité, de grandes inégalités. Manifestement, les économistes pensent qu'il n'y a jamais eu autant d'écarts qu'il n'y en a aujourd'hui. Autant d'écarts. Même à l'époque où des pharaons pouvaient se permettre des palais grandioses en mobilisant, grâce à l'esclavage, des forces humaines pour les faire, ces écarts-là n'étaient pas de la nature dont ils sont aujourd'hui. Mais il y a surtout une différence redoutable. C'est que très peu de gens connaissaient la réalité de ces écarts. Alors qu'aujourd'hui, on les connaît tous. On ne sait pas toujours très bien comment ils se sont produits, mais on les connaît tous. C'est donc le produit d'une élévation générale du niveau de culture. Non d'ailleurs qu'on fasse des efforts pour le savoir, puisqu'on nous le dit, en plus. Voilà. C'est même pas la peine d'aller le chercher, on nous le dit. Dessus. Et ça, c'est pour la situation mondiale, mais on sait aussi à peu près tout, même s'il y a des bagarres sur les chiffres de l'INSEE et puis d'autres mesures, en gros que les inégalités dans notre pays aussi. Nous sommes la 6e ou 7e puissance économique du monde. Il ne devrait donc plus y avoir dans notre pays de gens qui ne peuvent pas se nourrir correctement, se loger correctement, être accueillis dignement et voyager à peu près
comme ils le veulent pour aller au travail. Ça n'est pas le cas. 10 millions de nos concitoyens vivent en dessous du seuil de pauvreté. La pauvreté devrait être au musée dans notre pays. Au musée. On devrait la voir comme quelque chose du siècle dernier. Parce que nous le savons et parce que nous avons les moyens de le faire. Si nous ne le faisons pas, c'est qu'on n'arrive pas à mobiliser justement ce que nous savons pour le transformer en quelque chose que nous pourrions faire ou envisager autrement. Il y a donc un petit problème d'articulation entre la culture, ce que nous savons, et ce que nous en faisons collectivement, et pas simplement ceux à qui nous avons parfois délégué, momentanément, par le jeu du suffrage, le soin de nous éclairer et de prendre quelques décisions. Alors qu'est-ce que tout cela, finalement, crée comme situation qui pose un peu, peut-être différemment, la question de la culture et de l'intérêt qu'il y a et du grand plaisir que nous devons prendre à nous cultiver. On voit bien que cette situation est en train de provoquer ce qu'on pourrait appeler une espèce de montée générale des peurs. Voilà. Des peurs sous toute forme. La peur de l'autre, la peur de soi-même, des fois aussi, ou l'incapacité qu'on se trouve à ne pas trouver des solutions à des situations qui frappent parfois nos familles, la peur d'autres cultures, la peur d'autres époques à venir, bref, une montée générale des peurs auxquelles répondent aujourd'hui 3 tentations dans la société. 3 tentations qui sont parfois instrumentées ou réutilisées ou récupérées d'un point de vue politique. Il y a une tentation affinitaire. En gros, pour s'en sortir, retrouvons-nous uniquement entre celles et ceux qui pensent la même chose, qui viennent des mêmes endroits, qui pratiquent ou qui ont les mêmes cultures, les mêmes convictions et tout, et on va s'en sortir comme ça. C'est un vrai risque parce qu'une société qui ne s'organise que sur des affinités devient une société d'affinités forcément sélective. Il y a très peu d'affinités qui soient des affinités ouvertes. Toutes les affinités se referment et se replient aux autres et souvent d'ailleurs s'organisent pour empêcher les autres de s'organiser aussi en activité. Pour ma part, ce que je crains, ce n'est pas le communautarisme. Je pense même que nous manquons de communautés. Nous manquons de communautés humaines. Nous manquons de ces capacités, de ces occasions que nous avons de nous retrouver pour nous faire du bien entre nous sans faire du mal aux autres. Que ce soit des communautés culturelles, des communautés cultuelles, des communautés d'intérêts divers et variés. Si notre société avait plus de communautés, sans doute aujourd'hui aurions-nous moins de fractures et moins d'opposition. Mais par contre, il y a un risque affinitaire. Et un risque d'affinité qui ont tendance aussi à demander pour elles parfois des droits particuliers. Ça met à mal le contrat commun qui est le nôtre, contrat républicain, appelons-le comme ça, ou contrat social, parce que nous avons des modes de vie communs qui peuvent évoluer, et qui sont destinés d'ailleurs à évoluer sous l'effet du débat démocratique. Il n'y a aucune raison qu'on conserve en permanence les mêmes lois, et on doit sans doute pouvoir améliorer des choses. Mais il est hors de question que, parce que nous sommes de telles origines, de telles convictions, de telle culture, nous ayons des droits particuliers. Nous avons les droits communs que toute personne de condition humaine doit avoir, aussi bien en France qu'aujourd'hui sur notre planète commune. Deuxième risque, le risque autoritaire. Vous voyez bien, on l'entend venir, le risque autoritaire. Plusieurs des pays européens y répondent comme cela aujourd'hui, voyant arriver à leur tête notamment ce qu'on pourrait appeler des nationalistes, tout simplement. Parce que devant un tel monde d'incertitude et d'instabilité, eh bien on pense que finalement, un bon coup de poigne, ça va remettre tout le monde d'équerre. Il y en a certains qui s'amusent à cela, y compris dans notre pays. Voilà. Le risque autoritaire et le risque nationalisme, nous savons ce que c'est. Le nationalisme, c'est la guerre. Toujours la guerre. Aucun nationalisme ne s'est terminé dans la paix, dans toute l'histoire des sociétés humaines. Faisons bien attention parce que les échéances européennes qui viennent pourraient nous mettre aux portes d'une Europe où les nationalistes soient majoritaires. Et ça aurait des effets d'entraînement pour tous les pays d'Europe qui ne résoudraient en rien la crise aujourd'hui au sens des choix que nous avons à faire et qui nécessitent justement de trouver d'autres ressorts dans notre culture que ceux de la peur. Et puis le troisième risque, c'est le risque velléitaire, je dirais, une espèce de risque cynique. C'est-à-dire qu'en gros, ça va s'arranger. De toute façon, j'essaie de tirer mon parti de tout cela, et puis, vogue la galère, on s'en sortira toujours. C'est la tentation de quelques-uns aujourd'hui de s'amuser avec cela et de laisser faire, comme on dit. Voilà, après tout, libérons l'initiative et ça ira tout seul. Manifestement, il faut un peu organiser les choses pour que la capacité d'inventivité et l'imagination humaine servent l'amélioration de la condition humaine et non pas l'amélioration de la condition de certains. C'est là où, pour conclure définitivement, le lien est intéressant à faire
avec la question de la culture. Et je fais un petit clin d'œil à un franc-comtois, lui aussi célèbre, mais du Nord-Est de Franche-Comté, Jean-Luc Lagarce, qui proposait, auteur de théâtre, grand auteur de théâtre, disparu beaucoup trop tôt, et qui, à l'occasion d'un débat à Besançon et d'un échange que nous avions, avait dit la chose suivante concernant une des dimensions de la culture, et il parlait de celle qu'il connaissait, l'art, l'art en général, pas seulement l'art théâtral. Les lieux de l'art peuvent nous éloigner de la peur, et lorsque nous avons moins peur, nous sommes moins mauvais. Ça n'est pas toujours vrai, mais quand on y regarde d'un peu près, globalement, ça fonctionne assez bien, ce que Jean-Luc Lagarce dit. Quand on est effectivement en situation à la fois de rencontrer des œuvres qui nous émeuvent, et s'émouvoir, c'est quoi? C'est se mettre en mouvement. C'est pas faire fonctionner l'émotion qui nous empêche de raisonner. Non, s'émouvoir, ça veut dire se mettre en mouvement. Et se mettre en mouvement, c'est justement ne pas stationner uniquement dans l'état présent. C'est ne pas se satisfaire d'un repli et d'un enfermement sur soi-même, mais c'est oser aller risquer d'autres regards, d'autres représentations, d'autres jugements, d'autres formes, des choses un petit peu inconnues qui nous amènent à ne pas en avoir peur. Alors vous voyez que par rapport aux risques affinitaires et autoritaires, cultiver effectivement aujourd'hui les rencontres avec les artistes et les œuvres d'art ne nous met pas à l'abri du pire, mais quand même risque d'instiller progressivement un petit peu plus de confiance en des choses qui nous sont inconnues. Et pour la plupart des choses, ce qui va nous arriver nous est inconnu. Ceux qui nous prédisent l'avenir se sont toujours trompés, et ceux qui aujourd'hui prétendent le faire se tromperont aussi. Et donc ce qui va arriver à l'humanité, par nature, n'est pas encore connu. Et ce n'est pas pour ça qu'il faut s'en effrayer. Il faut simplement essayer de faire en sorte que nous en maîtrisions l'essentiel, que nous ne nous laissions pas déposséder notamment de notre capacité à imaginer un avenir qui soit vivable pour tous, dans des échelles qui ne sont pas simplement celles de Dole, de la Franche-Comté et de la France, mais aujourd'hui des échelles qui sont celles du monde. C'est-à-dire qu'il nous faut mobiliser les éléments de la culture, et pas simplement l'art, tout simplement pour faire une chose qui était le grand projet initial de ce qu'on pourrait appeler les humanistes, voilà, qui était de nous permettre d'avoir un rapport au monde qui soit un rapport de confiance et un rapport apaisé, et pas simplement pour nous-mêmes, mais pour la totalité du monde. Avoir un rapport apaisé au monde, facile à dire ici ce soir, pas facile à dire tous les jours dans nos vies quotidiennes. Surtout quand il apparaît qu'une partie du monde peut nous être vendue comme responsable de nos difficultés ici. Fadaise, et nous le savons. Nos vies sont indissociablement liées entre toutes les parties du monde. Nous avons pris ce matin avec les lycéens quelques exemples, on pourrait en prendre plein d'autres dans nos vies quotidiennes. C'est pas parce qu'on va s'en sortir ici qu'on s'en sortira complètement. Non, il faut pouvoir essayer d'agiter partout dans le monde ce qui va permettre effectivement de mieux mobiliser la culture pour que partout dans le monde les conditions s'améliorent, pour que partout dans le monde nous soyons en confiance avec la rencontre de l'inconnu et de l'autre dessus, et pas simplement ici à Dole ou en Franche-Comté. Ça ne va pas suffire. Ça va peut-être suffire pour 2 ou 3 ans, mais ça ne va pas assurer l'avenir de l'humanité. Et donc il faut travailler effectivement sur ce rapport au monde apaisé. Il me semble, en travaillant sur 5 choses simultanément, et en mobilisant pour cela toutes les dimensions de la culture, la question du rapport à soi. Le rapport à soi, c'est l'estime de soi. Or, une bonne partie de nos concitoyens aujourd'hui n'ont plus l'estime d'eux-mêmes. Quand on n'a plus l'estime de soi, on n'est pas loin de la détestation des autres. Mais on a déjà la détestation de soi-même. Et avoir l'estime de soi, eh bien, c'est grandir en soi-même. Et la culture permet effectivement ce travail de l'élévation qui nous permet de grandir en nous-mêmes. Voilà. Et on mobilise pour cela des tas de ressorts qui ne sont pas forcément les mêmes les uns et les autres. Certains vont s'appuyer sur les sciences, certains vont s'appuyer sur les arts, certains vont s'appuyer sur des convictions ou des croyances, certains vont s'appuyer sur la qualité des relations sociales qu'ils vont avoir, certains vont s'appuyer sur des savoir-faire, ils vont retrouver confiance en eux parce qu'ils vont être mis en situation tout simplement d'être considérés. Et s'il vous est amené, c'est un sujet sur lequel évidemment vous travaillez par exemple à la MJC, de voir comment des jeunes notamment prennent confiance en eux ou reprennent confiance en eux, tout simplement parce qu'ils découvrent leur capacité à chanter, à pratiquer un instrument de musique,
à être capable de faire un montage d'images sur un banc vidéo, à monter sur une scène pour se représenter. On le sait aussi bien à l'MJC, on le sait aussi dans les établissements scolaires ou dans l'enceinte familiale. On se dit ça allait pas, et un jour, d'un seul coup, son fils ou sa fille reviennent, et on a l'impression qu'ils ont été un peu transformés par cette expérience esthétique qu'ils ont eue, et cette mobilisation de leur imaginaire, de leur création, parfois encore incertaine, et qu'ils ont retrouvé confiance en eux-mêmes. Quelque part, c'est une dimension de l'estime de soi. Et il sera très difficile de se mouvoir et de trouver sa place dans ces temps incertains et instables sans que nous ayons tous une estime de nous-mêmes. Mais ça ne va pas sans, effectivement, l'estime de l'autre. Parce qu'une estime de soi sans l'estime de l'autre, on n'a fait qu'un petit bout du chemin. Et en plus, le meilleur chemin de soi à soi passe par les autres. Parce que si le plus court chemin de soi à soi ne passait pas par les autres, ou le meilleur tout du moins, nous nous dispenserions d'un formidable enrichissement au contact de l'autre, même si parfois c'est un contact conflictuel, difficile, délicat, qu'il remet en cause un certain nombre de choses. Et il faut faire ce travail du passage à l'autre, d'où l'intérêt de ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui, et sans doute au-delà de l'intérêt même, la priorité, à mon avis, qu'il faudrait mettre sur tout ce qui concourt à élargir les registres de la culture, et non pas simplement à s'en tenir au discours de l'offre culturelle. Voilà. Nous sommes tous quelque part porteurs de culture. Alors, je ne sais plus si le texte a été passé ou si il l'a été. C'est ce que l'écrivain Manuel Vázquez de Montalbán dit quand il dit « Toute personne capable d'avoir conscience de ce qu'elle est, de ce qu'elle fait et surtout du rôle qu'elle a dans les relations à autrui possède une culture. Nul ne peut être exclu de ce royaume. » Oui, nous possédons tous une culture. Mais il faut élargir les horizons, ouvrir les yeux et les oreilles, les esgourdes, parce que nous sommes destinés à être ensemble dans un monde où les cultures circulent et où aujourd'hui, plutôt que de fabriquer un monde plus vivable, risque de fabriquer parfois un monde invivable, un monde de choc. Et de choc, je ne parle pas du choc des civilisations, pour ma part je n'y crois pas, mais d'incompréhension surtout. Or il nous faut nous comprendre individuellement et collectivement. Et on sait bien que ce travail d'ouverture aux autres et d'ouverture aux cultures, il faut le faire parce que nous nous sommes fait avoir. On s'est fait avoir comment et pourquoi ? Eh bien, nous avons nous-mêmes d'ailleurs contribué à la construction de ce discours sur la mondialisation et le monde ouvert. Oui, nous sommes dans le même monde. Nous circulons tous réellement ou virtuellement. Oui, le monde est ouvert, mais ce n'est pas parce que le monde est ouvert que nous nous comprenons naturellement et spontanément, c'est même l'inverse. Plus le monde est ouvert, plus les cultures circulent, plus les représentations circulent, plus elles sont destinées à s'entrechoquer et à éventuellement ne pas se comprendre si on ne fait pas ce travail, je dirais, de mise en appétit pour la culture des autres, et si on ne fait pas ce travail, finalement, d'apprivoisement de l'autre sans en avoir peur. Et puis, il faut travailler le nous, le soi, les autres, et le nous. Puisque nous sommes dans une société risquée, qui risque d'être à un moment menacée par l'individualisme social, il faut réfléchir à la manière de refabriquer du nous autrement qu'avant. Voilà. Le nous se fabriquait ailleurs, il faut réfléchir à cette façon que nous avons de nous retrouver, au-delà des réseaux sociaux qui sont une forme de retrouvailles, mais tout à fait affinitaire, il faut aussi se retrouver dans le hasard des retrouvailles, dans ces moments et dans ces instants où nous sommes dans des lieux communs, des temps communs, des espaces communs, sans pour cela avoir décidé que nous y allions parce que nous étions d'accord. C'est en cela d'ailleurs que les lieux, notamment du spectacle vivant, sont des lieux fondateurs. Parce que nous ne nous choisissons pas quand nous entrons dans un théâtre ou dans un cinéma. Nous sommes ensemble et nous allons assister à quelque chose qui est fondateur, notamment de la représentation que nous avons et de nous-mêmes et des autres. Et puis, il faut travailler ce qui nous amène aussi à être communs à nous. C'est un peu différent du nous, parce qu'on peut être nous en étant extrêmement différents. Mais nous avons aussi en commun un certain nombre de choses. Et c'est là où la question du patrimoine se pose. Voilà. Elle ne se pose pas simplement en termes de conservation, la question du patrimoine. Et le patrimoine, ou la tradition, ce n'est pas tout à fait la même chose. La tradition, Jean Jaurès en disait que ce n'était pas les cendres qu'on couvre, mais les feux qu'on rallume en permanence. Eh oui, c'est ça la tradition. C'est effectivement ce que le meilleur de l'humanité
a laissé comme trace et qui nous permet de continuer à avoir confiance dans notre possibilité de continuer à construire ce chemin vers un peu plus d'humanité. Et puis, travaillons effectivement cette question de l'inconnu, ce qui est un peu différent de l'autre, parce que l'autre, finalement, on le connaît. Quand on en a peur, c'est parce qu'on ne veut pas le connaître, mais on sait parfaitement où il est dessus. L'inconnu, c'est autre chose. C'est par nature quelque chose qui n'est pas encore advenu, qui n'existe pas forcément, mais qui risque de se présenter. Et ça fait appel pour cela, si on veut être, je dirais, en confiance avec l'inconnu et en faire un des ingrédients, d'ailleurs, de la résolution de la crise dessus. Ben, c'est tout simplement par la mobilisation des imaginaires dessus, et de l'imagination, ce qui n'est pas tout à fait la même chose, mais ce qui se nourrit dessus. Et on voit bien comment là, entre la mobilisation de l'imaginaire, de la sensibilité, de la raison, des savoirs et de l'émotion, on a sans doute, si on s'y prend bien, à notre portée, les éléments pour faire face à cette situation de transition, de métamorphose dans laquelle nous sommes. À une condition, c'est effectivement de reconnaître en chacun sa capacité de faire ce travail et à ne pas être en situation, entre guillemets, de donneur de leçons pour dire si ça n'est pas arrivé, c'est parce que vous n'étiez pas vous-même en situation d'être cultivé pour le faire. Non. Voilà, il faut faire la démonstration et la preuve à un moment que c'est aussi en mobilisant l'ensemble des cultures dont chacun est porteur et en faisant en sorte que ce registre-là s'élargisse et que nous soyons curieux d'aller ailleurs, que nous arriverons finalement à faire cet exercice qui aujourd'hui a été peut-être insuffisamment fait dans le siècle précédent par toutes les institutions culturelles, l'école, d'autres, mais y compris, par exemple, des associations d'éducation populaire auxquelles moi j'appartenu toujours et dans lesquelles je milite, ou le monde des MJC. Nous avons beaucoup travaillé, il me semble, et c'est ce qui nous garantit l'état dans lequel nous sommes aujourd'hui, un état de liberté, voilà, de relatif confort, très mal partagé, de situation et d'état démocratique de la société. Nous avons travaillé ce qu'on pourrait appeler l'accès à l'autonomie. Nous cultiver nous a permis cela. Effectivement, de penser par nous-mêmes comme jamais ça n'a été possible précédemment quand la pensée était formatée par les dieux supérieurs ou par le roi. Aujourd'hui, nous n'attendons pas cela, ce qui ne veut pas dire que nous n'ayons pas des convictions ni des croyances, mais nous faisons cet effort, parce que c'est un effort de penser par nous-mêmes, et nous sommes plus autonomes au sens où nous pouvons faire beaucoup plus de choses qui satisfont finalement nos propres personnes et nos satisfactions, et pas simplement le faire pour la satisfaction des autres. Mais il y a quelque chose que nous avons, me semble-t-il, un peu oublié et un peu négligé, et qui résonne fortement aussi dans l'actualité. C'est que si nous voulons que l'humanité continue à tenir, si nous voulons qu'elle fasse face à ses responsabilités, pas simplement la petite humanité française, mais l'humanité dans sa globalité aujourd'hui terrestre et planétaire, il faut penser l'articulation entre l'autonomie et la solidarité, tout simplement. Il faut arriver à révéler beaucoup plus que nous l'avons fait jusqu'à présent, qu'être autonome ne suffit pas pour être humain. On est humain quand on est autonome et quand on a le sentiment qu'on est membre de la communauté humaine et qu'on y a des liens sans lesquels cette autonomie-là n'est pas une véritable autonomie. Et travailler l'articulation entre autonomie et solidarité n'est pas la même chose que de travailler l'articulation entre autonomie et compassion passagère qui fait que devant tant de détresse, ça ne fait pas de mal et il faut le faire, nous nous adonnons parfois à quelques dons momentanés pour améliorer le sort des plus démunis de la société. Non, c'est un acte permanent, la solidarité. C'est une conception de la vie en commun qui effectivement permet d'articuler cela, et ça repose notamment sur des droits humains qui soient des droits effectivement reconnus. Et je sais que vous allez traiter dans quelques jours ou quelques semaines de la question des droits culturels. Voilà des droits humains aujourd'hui nouveaux qui apparaissent, qui renvoient à la citation de Montalbán que j'évoquais. Ce sont des droits imprescriptibles, les droits culturels. Nul ne peut être nié dans ces cultures, ce qui ne veut pas dire qu'ils soient suffisants pour se sentir membre de la communauté humaine. Il faut y ajouter d'autres choses. C'est dans cette articulation entre les deux choses, cette capacité à se cultiver pour être plus autonome, pour ne pas, encore une fois, se laisser conduire sa vie, pour ne pas se laisser prendre au monde, mais pour le comprendre, pour l'appréhender, pour en faire quelque chose,
et simultanément à se sentir solidaire de tous les humains, quels qu'ils soient, où qu'ils soient, quelles que soient leurs conditions, et je dirais sans condition, ce qui renvoie d'ailleurs aussi à ce très beau mot de la fraternité insuffisamment évoqué quand ça va très très mal, et qui nous permettra de continuer à avoir confiance dans une mobilisation de la culture et dans une incitation permanente que nous avons à nous élever par cela pour faire face finalement à la situation. Ça n'est pas nouveau, ça n'est pas tout à fait nouveau. À d'autres périodes de l'histoire de l'humanité, cette question s'est posée, mais elle était moins partagée qu'elle ne l'est aujourd'hui. Elle l'a été notamment à l'époque de la Renaissance, qui est une époque fondatrice du début de l'autonomie de la pensée, de l'évolution des formes. La Renaissance, c'était aussi l'évolution des formes, y compris des formes esthétiques. Elle a beaucoup choqué à un moment. Et pour éviter ce choc-là, certains penseurs de la Renaissance se sont posé la question de savoir comment ne pas exclure de l'évolution des formes qui allait amener la société à être une société plus libre, avec des individus plus autonomes, à penser effectivement les premiers soubresauts d'une solidarité se transformant dans le droit, se transformant dans la loi et se transformant dans un autre contrat politique qui nous amènera à l'époque des Lumières et qui sera fondatrice en France. D'autres sociétés emprunteront d'autres chemins à être aujourd'hui dans des sociétés fondées sur la reconnaissance des droits humains dans des déclarations et dans un droit quotidien qui est encore insuffisamment mis en œuvre. Finalement, pourquoi se cultiver ? Eh bien, je vais faire un looping de conclusion, qui n'est pas une échappée, mais quand même. Je trouve que le poète Lionel Trouillot, qui est un fantastique poète haïtien, et un romancier en même temps, dans un de ses livres qui s'appelle « La belle amour humaine », nous donne tout simplement un bout de la réponse, mais un bout sérieux de la réponse, quand il dit que se cultiver, c'est tout simplement se donner les moyens de répondre à la question « Qu'allons-nous faire de notre présence au monde ?» Merci.